L'autre jour, j'étais dans mon canapé, installé, tranquille, devant la télé, et je me lance dans une activité qu'on connaît tous très bien. Du coup, il n'y a pas de son. Il y a du son. Il n'y a pas de son. Ouais, mais là, il n'y a pas de son. Ah, attendez. Là, il y a du son normalement. Je me lance dans une activité qu'on connaît tous très bien. Le c'est quoi qu'on va regarder sur Netflix. Activité bien connue qui a son propre mot en allemand, mais qui dure souvent un peu trop longtemps. Vous êtes plusieurs à choisir, vous êtes abonné à What Meal Service, bref, vous mettez après genre 20 minutes de négo, vous choisissez un film trop long, et il est trop tard pour le regarder. Oui, dans les années 90, c'était beaucoup plus simple, on n'avait pas tout ça. Ouais, on allait au vidéoclub, on se faisait conseiller par un être humain et pas par un algorithme. Mais bon, quand t'as 10 ans, tu loues tout le temps le même film. Et en fait, pour récupérer cette même VHS toutes les 2 ou 3 semaines, clairement, fallait faire l'aller-retour entre le canapé et le vidéoclub. Et le vidéoclub, il était très loin. Non, ce qui aurait été bien, c'est que sur la route du retour, on puisse faire une sauvegarde du film sur une étagère. Comme ça, la prochaine fois que j'ai besoin de voir le film, je vais direct à l'étagère, pas besoin de faire l'aller-retour. Mais bon, vous n'êtes pas venu là pour savoir si j'ai, oui ou non, fini par brancher les 2 magnétoscopes de la maison. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez Clever Cloud. Si vous ne savez pas ce qu'on fait, venez me voir après, on va en parler pendant des heures, c'est génial. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du cache HTTP. Donc, ce qu'on va faire, c'est une sorte de retour aux sources. On va revoir les bases, donc il y aura normalement de la théorie, des démos, des conseils, des rappels pour les plus expérimentés, et je l'espère, on croise tous les doigts, des découvertes même pour tout le monde, quoi. Donc en mai 1996, pendant que je fais peut-être un cache de VHS dans ma maison, Tim Berners-Lee, le papa du web, Roy Fielding, le papa de REST, et Henrik Fristik Nielsen, le papa du jaune et du Comic Sans, travaillent sur l'aspect de la RFC de HTTP 1.0. Et ça, t'as beau être nul en CSS, ça pète la classe quand tu bosses là-dessus. Déjà, dans cette spec, on retrouve une bonne partie des bases qu'on retrouve encore aujourd'hui sur le cache HTTP. Un client, un serveur et un intermédiaire. Le client, il envoie une requête HTTP, elle passe par le cache, elle arrive au le serveur génère une réponse, la réponse revient, elle est mise dans le cache, elle est cachée. On va éviter toutes les blagues de « je me suis caché », etc. Enfin bref, on dit souvent elle est cachée pour dire « mise en cache ». Et elle arrive côté client. Et du coup, la prochaine fois, si le client refait la même requête, la requête arrive au cache, on a déjà la réponse, on revient, merci, au revoir, tout le monde est content. Est-ce que vous êtes content? Ouais. En fait, je m'en fous de la réponse, c'est juste pour boire de l'eau. Mais en fait, à quoi ça sert tout ça? Le premier avantage, ça va être de réduire les temps de chargement côté client. En fait, c'est ça. Le deuxième avantage, c'est qu'avec toutes ces couches de cache qui vont faire un peu bouclier entre vos clients et votre serveur, vous allez réduire la charge côté serveur. Et le troisième avantage, en fait, dans les 2 cas, tout ça, ça permet de réduire, d'avoir des meilleures perfs. Et donc, meilleures perfs, c'est meilleur pour le business, moins de factures pour les clients mobiles, moins de factures serveurs, la paix dans le monde, la retraite à 60 ans, tout le monde est content. Le cache HTTP, c'est la vie. J'en suis convaincu. Le problème, c'est que le cache HTTP, c'est compliqué. On se retrouve tôt ou tard à devoir dire « Oui, alors, est-ce que tu peux recharger ton cache? Parce que j'ai corrigé le bug, mais bon. » À qui c'est déjà arrivé? Ouais. Bon, pour la vidéo, globalement, tout le monde lève la main, mais ceux qui ne lèvent pas la main, vous êtes des menteurs, clairement. Non, en fait, on en arrive à pas bien comprendre les bases et à les oublier. Et ce qui est important, c'est bien de comprendre comment ça marche, et ça tombe bien, on est là pour ça. Donc le cache HTTP, c'est avant tout une histoire d'en-tête.
Le plus important étant cache control, mais il y en a d'autres, et on va essayer de les présenter tous, enfin, en tout cas tout cela. Mais c'est aussi une histoire de source, de comment sont agencés vos fichiers, comment ils sont nommés, comment ils sont buildés, vos fichiers HTML, CSS, JS, les images, les fontes, etc. Et aussi de est-ce que vous profitez des dernières nouveautés des navigateurs, est-ce que vous vivez dans le turfu, etc. Donc en fait, c'est à la fois une histoire de front-end et de back-end. Ça, c'est hyper important. Ou de dev et d'ops, suivant comment vous fonctionnez dans vos équipes. Puis après, vous rentrez dans le débat, oui, mais alors DevOps, est-ce que c'est un rôle ou est-ce que... Enfin bref, vous avez compris. OK, est-ce que vous êtes prêts pour passer en revue tous les en-têtes et comment ils fonctionnent, etc. Vous êtes prêts? On monte à bord du métro. Alors, si un client dit tiens, serveur, donne-moi index HTML. Le serveur, ce qu'il va pouvoir faire dans une réponse HTTP, c'est de dire voici la réponse, 200, OK, machin, et je dépose un en-tête qui s'appelle cache control. Dans cache control, on va mettre une ou plusieurs directives séparées par des virgules. Et celle qui nous intéresse le plus, c'est max age, avec une durée en secondes. Donc ça peut être 1 heure, 2 minutes, 10 secondes, bref, ça dépend énormément de votre contexte. Il faut bien garder en tête, tu l'as, ouais, que le cache, ce n'est pas impératif. Vous n'êtes pas en train de dire cache ça pendant X secondes et après supprime-le tout de suite. Non, le cache, c'est détente, c'est déclaratif. Vous êtes en train de dire, avec par exemple max age tant de secondes, tu as le droit de cacher ça, considère que c'est frais pendant X secondes et considère que c'est périmé après X secondes. Et en fait, on va se servir de la durée qu'il y a dans MaxAge et on va l'additionner par rapport à la date de génération de la réponse. Jusque-là, tout va bien. Par contre, il ne faut pas me faire confiance. Il faut faire confiance à personne. En tout cas, il ne faut pas trop faire confiance au RFC, parce qu'elle n'engage que ceux qui les implémentent peut-être correctement. Et il ne faut pas faire confiance aux orateurs ou oratrices en conférence, parce que on est comme vous, on fait des erreurs et parfois on dit n'importe quoi. Non, ce qu'il faut faire, ce en quoi il faut avoir confiance, c'est les démos. Ça, c'est la vie, enfin c'est la vérité, on va dire. Donc à chaque fois que vous verrez le petit carrelage du métro parisien, désolé, mais le carrelage du métro lillois, c'est jamais le même, il n'est pas emblématique, on fait ce qu'on peut. À chaque fois que vous verrez ça, on va faire des démos. Sur la droite, la plupart du temps, on aura un serveur de test HTTP. Et sur la gauche, on aura un navigateur. Le plus souvent, on aura Firefox, parce que Firefox, ça déchire, que les pandas roux, c'est trop mignon. Bref, on va faire une démo. Donc, je vais démarrer mon serveur. Si je suis au milieu, on entend bien? Ouais, c'est bien. Donc, mon serveur est codé en JavaScript. Jugez-moi, je m'en fous. Voilà. Donc, c'est un petit serveur de test, vous verrez. Et j'ai déjà oublié. Voilà. On n'est pas là pour une presse sur les CSS. Je vais ouvrir les DevTools et on va lancer une démo avec un maxage de 15 secondes. Donc, les 5 requêtes partent, CSS, JS, JPEG. On voit que les requêtes ont été reçues côté serveur, qu'il a répondu des 200. Et si je parle assez vite et que dans les 15 secondes, je vais voir un autre site, et que je retourne sur ma démo et sur cette page, je n'ai pas été assez vite. Voilà, blablabla. Donc là, on est dans les 15 secondes. Je vais voir un autre site, je reviens. Je reviens sur la page. Les petits chats, au lieu de faire tchouk, 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 ils sont arrivés instantanément depuis le cache. Et on n'a pas les pages qui ont été requêtées côté serveur. Donc côté serveur, on ne voit pas les requêtes. Donc là, je vous ai prouvé le fonctionnement de MaxAge. Mais alors ça, je ne me l'explique pas. Parfois en démo, Firefox, il fait « mais… Bref. Les démos, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand c'est périmé? Qu'est-ce qu'il va faire Firefox? Il ne va pas faire « bon, c'est périmé… » Enfin, en fait, le plus simple, c'est de lui demander. Et on peut lui demander parce que, contrairement à Chrome, donc là, c'est le moment où Firefox se la pète, Firefox, il a une interface qui s'appelle About Cache. Bon, après, il ne se la pète pas de ouf non plus parce qu'elle est forcément en dark mode, elle n'est pas responsive, mais qui vous montre ce qu'il y a actuellement dans le cache de votre navigateur. Si vous le testez là, maintenant ou demain en rentrant chez vous, il va y avoir 1 million de trucs dedans. Moi, il est vide pour la démo. Mais donc, on retrouve un peu
tous les fichiers, et pour autant, ça fait plus de 15 secondes qu'ils sont dedans. Donc, ils sont toujours dans mon cache, bien qu'ils soient périmés. Ça va permettre à Firefox de faire des revalidations avec le serveur. Donc, la revalidation, c'est vraiment le navigateur qui fait « Allô, serveur, j'ai un truc, c'est périmé. On fait quoi ?» Et dans ce cas présent, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, avec deux techniques, le navigateur va pouvoir faire des requêtes conditionnelles. Donc la première technique pour ça, c'est les e-tags. E-tags, ouais. Donc par exemple, si le navigateur dit hey, « donne-moi un index HTML », ce que va pouvoir faire le serveur, c'est dire « bon, je te donne index HTML, et au fait, j'ai calculé une espèce d'empreinte numérique de fichier, un checksum, un hash, ça dépend des techniques, qui représente le contenu de ce fichier. » Et là, le e-tag, c'est 11, AA, machin. Et du coup, la prochaine fois, le navigateur, ce qu'il peut faire, c'est « bon, donne-moi un index HTML, mais moi, je l'ai déjà, il est périmé, et j'ai la version 11, AA. Donc, est-ce que tu as quelque chose qui diffère de ça, en fait, avec le if non match ?» Et s'il n'y a pas de changement, le serveur va dire « non, c'est bon, moi, j'ai le 11, AA, toi aussi, tout va bien. Je te renvoie une 304, et donc je ne te renvoie pas tout le fichier. » Donc on ne renvoie pas tous les petits chats, les CSS, on renvoie uniquement les en-têtes, et donc normalement c'est beaucoup plus rapide. S'il y a eu un changement, là on renvoie une 200 avec le nouveau contenu et un nouveau e-tag. Je vous vois, vous ne me croyez pas, donc on va faire une démo. Voilà. On va vider un peu tout ça. Donc je vais voir ma démo des e-tags, les petits chats ils font tout, voilà. Je vais voir un autre site. Je reviens sur ma page, et là, donc il y a quand même un aller-retour côté serveur. Ici, je vous ai même mis en debug dans le serveur de test les if non match qui sont reçus par le serveur, et on voit bien que le serveur a envoyé des 304 côté DevTools ou côté serveur. Donc ici, on a bien le fonctionnement attendu des requêtes conditionnelles avec des e-tags. L'autre manière de faire des requêtes conditionnelles, c'est avec des last modified. Donc là, on est sur une stratégie différente, et ça va énormément dépendre de votre métier. Dans un CMS, globalement, un contenu, vous savez à quelle date il a été modifié. Donc, ce sera peut-être plus pertinent d'avoir une date. Si vous générez une réponse JSON qui est combinée de 2 databases plus un cache Redis, j'en sais rien, là, commencer à produire un last modified pertinent, ça n'a pas trop de sens. Donc, entre ça et les e-tags, ça dépend vraiment de vos besoins. Donc, ça fonctionne à peu près pareil. Le navigateur il dit hey, donne-moi un index HTML. Le serveur il dit tiens, voici index HTML. Et au fait, il n'a pas bougé. La dernière modif, c'était hier à 11h30, par exemple. Et donc, ce que va faire le navigateur, c'est qu'il va faire à peu près la même chose qu'avec les tags, avec un en-tête différent, donc if modified since. Et il dit bah, donne-moi un index HTML, mais donne-le-moi que si ça a été modifié depuis hier à 11h30. Si ça n'a pas bougé, 304, on ne repartage pas on ne transfère pas tout le fichier, c'est plus rapide. Et si ça a changé, on renvoie, bon, bah, ça a changé ce matin à 6h du mat, par exemple, avec une 200. Vous ne me croyez pas, petite démo. Voilà, je vais virer un peu ça. Donc là, on va avoir une page avec du last modified. Donc là, comme d'hab, mes 5 requêtes partent, etc. Si je vais voir un autre site, voilà, et que je reviens, donc là, on s'attend à la même chose que les e-tags. On doit refaire des requêtes avec des 304, etc. Et là, ce n'est pas ce qui se passe. Donc là, on se dit, mince, ma démo, elle foire. Mais non, parce que si on lit bien la spec, et je l'ai lu pour vous, vous me direz merci à la fin. En fait, dans la spec, il y a un truc qui s'appelle le cache heuristique. C'est un des trucs que j'ai découvert en faisant mes recherches. Donc le cache heuristique, en gros, c'est clairement ça, quoi. OK, ça va périmer dans telle date. La règle est complètement dingue. C'est-à-dire que, on prend un exemple. La réponse a été générée à 11h, mais ce qu'on sert n'a pas été modifié depuis 1h du mat. Donc, techniquement, on vient de transférer un fichier qui a 10 heures d'âge, parce qu'il a été modifié il y a 10 heures par rapport au moment où on l'a envoyé.
La spec du cache heuristique dit, si vous n'avez pas de max age pour déduire une date de péremption, vous pouvez au maximum, donc faites ce que vous voulez jusqu'au maximum, dire que ça va périmer dans 10% de l'âge du truc. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a un super mode qui s'appelle... Ah, j'ai déjà oublié comment il s'appelle. Ouais, voilà. On a un mode dans mon serveur qui permet d'envoyer des dates de modification d'il y a 10 heures. C'est vachement pratique. Faites vous-même vos serveurs de démo. Et donc là, si je refais... Alors, je vais vider mon cache. Si votre chef arrive dans la pièce, CTRL-SHIFT-SUP, vous videz votre cache. Ça marche aussi sur Chrome, donc Firefox et Chrome. Donc, je recommence, je charge mes last modified. Donc là, si on regarde bien les last modified, ils sont tous à... la dernière modification date de cette nuit à 2h56. Il est 14h56. Ça fait 10 heures plus l'heure d'été, tout ça, enfin bref. Mais mes fichiers ont été modifiés il y a 10 heures. Et du coup, si je retourne voir mon petit About Cache disk, en fait, on peut regarder que la date d'expiration a été calculée à 15h56, donc dans 1 heure. Donc les fameux 10% dont je vous parlais. Je vous avoue que pour bien comprendre tout ça, moi j'ai mis un peu de temps à faire « Ah ouais, d'accord, ok ». Et encore, c'est le maximum, chacun fait ce qu'il veut. Donc moi, je vous conseille de ne pas trop vous baser sur ce calcul heuristique magique et plutôt de forcer la revalidation. Donc encore une fois, tu forces le fait de rappeler le serveur. Comment on va faire pour forcer la revalidation? Ce qu'on va faire, c'est que le serveur va pouvoir dire « max age 0 ». Donc ça périme dans 0 secondes. Il peut aussi dire « no cache ». Dans la plupart des cas, c'est la même chose. Attends, pour mettre dans le cache, il faut dire no cache? Ouais. Parce que no cache, ça ne veut pas dire pas de cache. Si vous devez retenir une chose, c'est ça. No cache, ça veut dire tu as le droit de cacher ça, mais tu revalides tout le temps. Donc tu ne peux pas t'en servir sans redemander au serveur. Et donc, potentiellement, la résultante est une 304, et donc on ne retransfère pas tout le fichier, donc normalement, c'est plus performant. Et donc là, si moi, je vais remettre mon mode normal pour les dates. Si je vide mon cache et que je retourne voir ma démo de last modified, mais ce coup-ci avec du no cache, on va retrouver à peu près le même fonctionnement qu'on a eu tout à l'heure sur les tags. Donc là, je vais voir un autre site. Je retourne voir ma page. Et ce coup-ci, on a bien eu des allers-retours qui sont faits avec le serveur. Pour autant, le serveur répond des 304. Donc on retrouve un peu le même fonctionnement que les tags. Clairement, maîtriser la revalidation et le cache heuristique, ça existe, mais c'est assez aléatoire, on va dire. OK, donc no cache, ça ne veut pas dire pas de cache. Comment on dit pas de cache, sans déconner? C'est pas du CSS, on ne peut pas faire point d'exclamation important, on ne peut pas faire sudo. Non, en fait, ce que va pouvoir faire le serveur, c'est dire no store, ok? Donc pas de stockage. En disant ça, il est clairement en train de dire tu n'as pas le droit de cacher ça. Alors là, on est vraiment sur la démo la plus débile du monde. Vous ne me faites pas confiance et je vais vous prouver que mon navigateur... Bon, je vais revirer du cache la page d'accueil. Que quand je fais no store, j'aurais beau faire F5 plusieurs fois, ça redemande systématiquement au serveur et dans mon cache disque, il n'y a strictement rien. No store. OK. No store, ça veut dire pas de cache. Ça veut un peu dire no cache. Mais no cache, ça veut dire tu dois revalider. C'est un peu genre you must revalidate. Mais du coup, il sert à quoi celui-là? Et donc là, tu lis l'aspect, tu fais, mais attends, ça n'a plus aucun sens, tous ces trucs. Techniquement, alors must revalidate, ça s'utilise souvent avec un max age de 1 minute, par exemple. En fait, ça veut dire tu revalides si c'est périmé. C'est exactement ce que dit l'aspect. Mais ça, c'est le comportement par défaut. Du coup, tu te creuses, tu fais, mais... En fait, techniquement, il y a des situations dans lesquelles un serveur pourrait dire « Alors, j'ai un truc périmé, j'ai envie de le servir. » Pourquoi? Bon, parce que peut-être le serveur d'origine n'est plus dispo. Mais en tout cas, si un serveur a envie de servir un truc périmé, s'il y a must revalidate, il n'a pas le droit. Bon.
Moi, je suis incapable de vous produire une démo où avec et sans must revalidate, ça fait quelque chose de différent. Si vous en êtes capable, vous êtes très fort ou très forte, vous venez me voir, on s'échange des bons procédés, mais je n'ai pas de démo pour vous prouver que must revalidate a une utilité ou une action négative, quoi, en fait. On passe à un truc un peu plus utile et important, c'est une directive qui va être pas mal avec des fichiers statiques, donc par exemple un fichier CSS. Le serveur va pouvoir dire, tiens, je te donne un index CSS, et ça c'est immutable, ça ne va jamais changer. Et puis, en plus, on va mettre un maxage de folie. Alors, ce n'est pas YOLO non plus, hein. Un maxage, c'est 1 an. Et 1 an, ça fait beaucoup de secondes, quoi. Et donc, avec immutable, vous êtes en train de dire, il n'y a pas de revalidation en cas de rechargement. Donc, le rechargement, normalement, on l'a tous vécu. Vous êtes, je ne sais plus quel jour c'était, mais le jour de la vente des billets du DevFest Lille, vous faites F5, F5, F5 comme des gros bourrin pour recharger la page. Et là, normalement, ça ne va pas faire de rechargement. Alors, Safari a décidé qu'il allait m'embêter. C'est une bonne nouvelle, ça, tiens. Voilà. Voilà. Merci, Safari. Je suis sous Linux, donc clairement, je n'ai pas Safari. La seule chose la plus proche de Safari que j'ai, c'est Epiphany /WebKit GTK. Qui a déjà utilisé ce navigateur ? Ouais, mon collègue, c'est l'enfer ce truc. Mais voilà, c'est ce qu'il y a de plus proche. Donc immutable, ça marche très bien sur Safari et ça marche en HTTPS. Bon, j'ai un certificat auto-signé, on est sur exemplefou.com, c'est du local. On va accepter le risque, voilà. Et je vais aller, alors j'ouvre les DevTools. Ils ont encore changé en plus. Et je ne peux pas les zoomer. Si je les zoome, c'est pire. Donc ceux au fond, désolé. Vous remerciez Safari. Et donc je vais aller voir une page avec un maxage de 1 an. Donc voilà, j'arrive sur ma page. Là, ce qui se passe si je fais F5, paf, j'appuie, ça recharge la page et ça recharge toutes les sous-ressources. Okay, donc ça, c'est pas bien. Si je retourne voir ma page d'accueil, et que ce coup-ci, je vais voir les maxage 1 an et immutable. Voilà, donc là, ça charge pour la toute première fois. Si je fais F5, ça ne recharge que la page. Et les sous-ressources, elles, le navigateur, il fait « vas-y, il m'a dit immutable 1 an, en vrai, je les redemande pas. » quoi. Donc ça va être vraiment super intéressant pour tous les assets statiques, CSS, JS, images, etc. Alors, immutable, ça ne marche pas sur Chrome. Oh. Mais en fait, c'est le comportement par défaut. Ah, ouais, merci. Donc, ouais, le comportement par défaut, démo, j'ai pas besoin d'HTTPS, je vous le fais sans immutable. La page se charge pour la première fois. Je recharge. Ça recharge que la page. Alors, ouais, parfois j'ai des trucs comme ça, j'ai peut-être été trop vite, mais ça recharge que la page, et en plus ça fait même une 304 sur la page normale. Et alors sur Firefox, c'est un peu bizarre, parce qu'en gros, c'est arrivé en premier dans Firefox, il y a Mozilla qui discutait avec des équipes de Facebook, donc déjà, t'es là, quoi bon, et c'est eux, en fait, qui ont eu l'idée, côté Facebook, de mettre en place ce truc-là. Firefox s'est dit, ah, nous, on est chaud, on l'implémente. Et en fait, il y a un peu moins d'1 an, Firefox a décidé de passer du fonctionnement de Safari à ce que fait Chrome, en fait, un fonctionnement par défaut sans avoir le mot-clé immutable, où on ne recharge pas les sous-ressources. Donc en fait, c'est cool, sauf qu'ils l'ont dit dans un tout petit forum et que j'ai passé une journée à comprendre ce qui se passait. Je ne vous fais pas la démo, ça fonctionne très bien, vous ne me croyez pas, peut-être, je ne sais pas. S'il y a une très longue expiration comme ça et du immutable, et que vous avez un index CSS, ou ce que vous voulez, vous allez tomber dans le « tu peux recharger ton cache ». Parce que clairement, quand vous mettez à jour index CSS, il est déjà dans le cache de plein de navigateurs, et les navigateurs, ils ne vous parlent plus. Ils font « mais moi je l'ai déjà, je le garde 1 an ». Donc pour ça, on va utiliser des techniques que vous connaissez normalement, du cache busting, du raving, du versionning. Vous appelez ça comme vous voulez, mais en fait, vous mettez une empreinte du contenu du fichier dans son nom. Donc là, index.css. Vous faites faire ça à Webpack et compagnie, ils le font très bien. Mais n'oubliez surtout pas ça, sinon vous allez vous faire enfermer et vous allez faire « oui, tu peux recharger ton cache, etc. »
Ça, c'est la plupart des directives les plus intéressantes. Il y en a d'autres. On n'a pas le temps de... Enfin, j'ai décidé de ne pas prendre le temps de rentrer dans celle-là. Donc ça, c'est des directives qui peuvent être envoyées dans des requêtes. Et on a aussi d'autres directives qui peuvent être envoyées par le serveur dont on ne va pas parler. Enfin, il y en a d'autres. Après, il y a des trucs obsolètes aussi que vous pourriez voir un peu passer de temps en temps. Typiquement, quand on recharge une page, le navigateur, il dit... en tant que requête, cache control no cache ou maxage 0. Et historiquement, il disait pragma no cache. Si vous voyez ça, c'est le fonctionnement d'avant. Et aussi, avant, les serveurs, au lieu de dire maxage dans tant de secondes, ils donnaient carrément la date. Bon, je ne sais pas trop ce que ça donne s'il y a des désynchro NTP, mais bon. En tout cas, c'est plus trop le fonctionnement par défaut. OK. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un cache, mais en fait, c'est le cache du navigateur. Et c'est un cache privé, parce qu'il est uniquement privé à votre navigateur à vous et pas celui des autres. Mais dans la vie, il y a les caches privés et les caches partagés. Donc les caches partagés, celui que vous connaissez le mieux, c'est typiquement un reverse proxy cache. Vous développez, moi je sais que quand je fais du PHP, je prends mon serveur, je mets un varnish devant, typiquement, donc reverse proxy cache, varnish, squid, Nginx, il a un module de cache, Apache, il a un module de cache. Enfin, ils ne sont pas tous aussi bien sur ce niveau-là, mais c'est clairement le serveur qu'on va mettre, le proxy qu'on va mettre devant et qui va cacher tout ça. L'autre type de cache partagé qu'on va voir dans la nature, c'est le CDN. Donc pour Content Delivery Network. J'insiste. Parce que moi, je vous dis que le CDN, en gros, en général, vous le mettez avant votre infra, et donc avant votre reverse proxy cache qui est dans votre infra et votre serveur. J'ai mis un petit point sur une ligne de métro. Ne me faites pas dire qu'un CDN, c'est un serveur. Un CDN, c'est un réseau mondial de POP, de Point of Presence, partout dans le monde, qui eux-mêmes sont un agrégat de je ne sais pas combien d'armées de serveurs qui vont prendre la charge quand vous êtes tous en train de regarder je ne sais quel truc sur Netflix ou je ne sais quoi. Et donc, ce qui est assez intéressant avec ces différentes couches de cache partagées, c'est que quand une requête part du client, elle va passer à travers les différentes couches de cache, et la réponse va être générée, et sur la route du retour, la réponse va être déposée en fonction des règles, no cache, no cache, ça ne veut pas dire pas de cache, no cache, no store, maxage, etc., ça va être mis dans le cache. Et du coup, la prochaine visite, qui n'est pas forcément faite par la même personne, donc par exemple si Bob a fait cette requête qui a rempli les caches, mais qu'ensuite Alice demande la même page, elle va potentiellement profiter de la réponse en cache dans le CDN. Et du coup, quand il y a des gens qui me disent « Ouais, mais alors ton machin de cache, moi je m'en fous, les gens ils viennent sur mon site et ils ne reviennent plus jamais. » Alors je leur dis deux choses, je fais « Déjà c'est un peu triste, désolé pour toi, mais surtout le cache c'est aussi pour les premières visites. » Et encore une fois, Alice bénéficie d'une visite rapide parce que le cache a été rempli par une visite de Bob, quoi. Petite subtilité, quand un CDN, par exemple, renvoie moi, on m'a dit maxage 1 heure, donc je te dis maxage 1 heure. Par contre, je génère la réponse là, maintenant. Et en fait, ça se trouve, je l'ai dans mon cache depuis 2 minutes. Et du coup, c'est à ça que sert l'entête age. C'est pour un cache partagé de dire, bon, alors, tu vas faire des maths, mais en gros, ça périme dans la date, moins le truc, plus le bidule. Vous voyez l'idée? Mais ça permet un cache partagé de dire, moi, je l'ai déjà depuis un certain temps. Toujours sur les caches partagées, il y a un petit risque, c'est quand vous faites des sites avec une authentification. Donc typiquement, vous vous connectez à votre dashboard, ce que vous faites, je sais pas, vous faites quoi, ça a l'air bien, non avec des cookies, ça veut dire que la page, elle est unique à la personne qui est connectée. Donc il va falloir faire attention. De base, la spec, au niveau des cookies, ne dit rien du tout. Donc par défaut, si on respecte la spec, c'est dur à dire, un cache partagé a le droit de mettre en cache une réponse qui a été obtenue via une requête avec un cookie. Et ça, c'est pas souvent ce qu'on veut. Donc, quand c'est un peu unique à la personne connectée, vous rajoutez private.
dans les directives que vous avez. Vaut mieux le mettre trop souvent que pas assez. Après, je vous rassure, il y a plutôt les CDN que les reverse proxy, mais il y en a beaucoup qui ont un fonctionnement par défaut en mode « ouais, moi je connais la spec, mais en vrai, il y a des cookies, c'est chaud ». Et ils ont un truc par défaut d'éviter de mettre en cache, et c'est limite à vous de dire « non, mais moi c'est bon, je sais ce que je fais ». Est-ce que vous savez vraiment ce que vous faites? Je ne sais pas. Mais c'est à vous d'inverser le fonctionnement. Par contre, la spec, en cas d'authentification avec un entête authorization, donc authentification basique, authentification avec un bearer token, JWT ou autre, ce que vous voulez, la spec dit s'il y a ça, par défaut, c'est que les caches privées. Et donc là, vous dites, ouais, mais alors attends, moi, c'est la page /about. Et t'as beau être connecté sur le site, c'est la même pour tout le monde, donc peut-être je pourrais quand même la mettre dans les caches partagées. Vous pouvez le faire en rajoutant public, mais en vrai, le jour où vous dites « Ah, mais sur la page about, je vais dire bonjour Jennifer ou Jean-Pierre et grâce à l'authentification, vous allez le mettre dans le cache partagé pour tout le monde. » Moi, public, je vous conseillerais de ne pas trop l'utiliser. Et on le voit très souvent, mais en fait, c'est le comportement par défaut la plupart du temps. Et quand vous l'utilisez dans ce cas-là, ça peut devenir un peu risqué. OK. Dans les caches privées et partagées, on a donc plusieurs directives que je viens de vous montrer, nocache, nostore, maxage, etc. Toutes ces règles s'appliquent aux caches privées et aux caches partagées. Donc maxage, si vous mettez 60, il va être mis 60 secondes dans le CDN et dans le navigateur. Par contre, et je pense que là, à partir de là, vous commencez à être convaincu que les noms, ils sont un peu pétés. Si vous décalez le trait d'union et que vous rajoutez un S, pourquoi? Un S comme shared, partagé. Là, vous avez un maxage, un S maxage, qui s'applique que aux caches partagées. Et donc, quand vous dites ça, c'est uniquement pour le CDN et pas pour le navigateur. Et vous pouvez les combiner. Vous pouvez dire 1 heure sur le CDN, 1 minute sur le navigateur. Après, ça va énormément dépendre. Vous pouvez aussi dire no cache, ce qui ne veut pas dire pas de cache, à votre navigateur et 1 heure aux caches partagées. Là, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. On termine sur ce qui est un peu spécifique aux caches partagées avec une spec qui est arrivée l'année dernière à peu près et qui vient un peu normaliser un truc que faisaient beaucoup de caches partagées, à savoir avoir des règles très spécifiques pour tel CDN, un truc dans ce genre-là. Et en gros, c'est juste un préfixe avec le nom du target tiré cache control. Donc par exemple, Cloudflare, il supporte CDN cache control, Cloudflare CDN cache control. Akamai, historiquement, il supportait Edge control, c'était pas standard. Donc maintenant, ils vont pouvoir faire autrement. Fastly, ils avaient le leur. Nginx, ils faisaient un truc. Bref. Mais du coup, ça vient standardiser un peu une manière de faire pour que chacun puisse avoir des réglages spécifiques. De la même manière que tout à l'heure, on a des directives qui sont spécifiques aux caches partagées, que peuvent envoyer les caches partagées, dont on ne va pas trop parler, et en particulier proxy revalidate, qui est censé faire comme must revalidate, mais que pour les proxys. Mais comme on ne sait pas à quoi ça sert must revalidate, bref. Vous êtes prêts ou pas? C'est l'heure de parler de Vary. Alors, Vary, ça ne fait pas ce que vous croyez que ça fait, et ça fait ce que vous croyez que ça ne fait pas. Non, ça ne veut rien dire. Mais Vary, c'est dangereux. Enfin, c'est mon point de vue, on peut en discuter. Et je ne peux pas l'expliquer avec des mots, donc je vais l'expliquer avec une démo. Tu l'as? Ouais. Alors, Vary. Donc, je vais... Démo... Est-ce que j'ai besoin des... Non, je n'ai pas besoin des DevTools. Allez. Donc, on va aller voir une page qui s'appelle Hello. OK. Je vais voir ma page Hello. Tiens, ça ne répond pas à la même chose. Ce que je viens de faire s'appelle de la négociation de contenu. Waouh, truc de ouf. Je ne vous affiche pas les DevTools parce que c'est vraiment écrit en tout petit, donc je vous l'affiche en grand. Mon Firefox, il est réglé en français. Donc, ce qu'il a envoyé quand il a dit « donne-moi Hello », il a dit « et au fait, moi j'accepte, avec Accept Language, je parle français en gros ». Alors après, on a chacun nos réglages. Par défaut, ils sont tous un peu YOLO, quoi. Mais moi, mon navigateur, il dit
français, mais français de France avec tel poids, et puis peut-être de l'anglais si t'as pas, etc. Et donc moi, la page que j'ai créée, elle regarde ce truc-là, et suivant ça, elle dit bonjour ou hello. Jusque-là, tout va bien. Mon Chrome, il est réglé en anglais, mais pourquoi? Pour la démo. Alors, on ne l'a pas vu juste avant, je ne sais pas pourquoi, mais on pourrait imaginer un Safari qui lui est réglé en français, mais en français belge. C'est vraiment pour vous montrer que la diversité de Accept Language peut être peut aller très loin, quoi. Donc quand vous commencez à faire ça, est-ce que vous commencez à le sentir, le problème avec les caches partagées, ou pas trop? On va utiliser un reverse proxy qui s'appelle Caddy. Et en fait, Caddy, il y a un Français qui s'appelle Sylvain Combrac qui a développé un cache qui s'appelle Soin. Donc, fait coucou Sylvain, j'ai du mal avec lui. Et on va utiliser celui-là parce qu'on peut facilement voir ce qu'il y a dans le cache. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je ne sais pas ce qu'il a, mon Safari. Voilà. Safari, es-tu là? Oui. On va virer les DevTools et je vais en profiter pour vous montrer que le hello, bien qu'on soit en FRBE, il répond bien en français. OK. Donc on va démarrer Caddy Run, et on va lancer un petit watch pour requêter ce qu'il y a dans le cache de soins. D'accord? Donc pour l'instant, il n'y a rien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va naviguer sur ma page de démo, mais sur le port 8888, qui est le port de Caddy, qui lui-même va requêter mon serveur qu'on voit depuis tout à l'heure. Donc Caddy agit bien en tant que proxy cache. Donc je vais voir ma démo, Voilà, et ce coup-ci, je vais aller voir hello. OK. Donc là, hello est rentré dans mon cache, vous le voyez en bas. Là, je vais voir hello, et là, je vais voir hello. Et là, comme vous pouvez le voir, on est biaisé. Parce que Chrome, il a demandé de l'anglais, il a parlé à Caddy. Caddy, il fait hey, mais j'ai un truc dans mon cache, là, c'est en français, je te le donne. Normal, quoi. Et là, en fait, donc là, j'ai un max age de 15 secondes, donc il est sorti de mon cache. Si c'est Chrome qui passe en premier, il va jusqu'au serveur final, il revient avec la réponse en anglais, il la met dans le cache, et donc les deux cocos qui veulent du français, ils sont biaisés aussi, quoi. C'est là que pour résoudre ce problème, on va utiliser Vary. Et donc typiquement, on vient dire, moi je suis un serveur, je te donne une réponse, mais attention, la réponse que je t'envoie, elle va varier en fonction de la valeur de l'entête que je te donne dans Vary. Waouh! Donc, démo. Ce coup-ci, alors on reste bien sur la démo, on passe à travers le reverse proxy. Et on va prendre la démo avec Vary. Voilà. Et donc là, le premier arrive, ça se met dans le cache, le deuxième arrive, ça se met dans le cache, le troisième arrive, ça se met dans le cache. Vous le voyez le problème ou pas là? Imaginez dans la nature le nombre de variantes qu'il peut y avoir de Accept Language, c'est juste débile. Vous allez stocker dans votre cache autant de fois la page qu'il y a de variantes de cette entête. Et potentiellement, vous allez stocker plusieurs fois le même fichier, FRCA, FRBE, FRFR, enfin, et puis l'anglais GB, enfin, bref, vous avez un peu l'idée en tête. Et encore, il y a des gens qui font Vary User Agent, quoi, genre, OK, je vis dangereusement. Vary, c'est vraiment compliqué. Il y a un super article de Jack Archibald qui revient sur en quoi c'est vite un piège dans lequel on peut se prendre les pieds. Et dans cet article, il cite une page du What Working Group, donc le groupe de standardisation qui bosse sur pas mal de specs du web. Et ils ont une page qui dit « Non, mais il ne faut pas faire de la négociation de contenu. C'est trop dangereux. Donc si vous voulez une page FR, vous faites /fr dans votre URL. Si vous voulez... vous savez, quand on fait du REST, on aime bien faire les malins et faire... si je fais accept PDF, ça renvoie un PDF. Mais si je fais accept JSON, ça renvoie un JSON. Ouais, si vous faites ça... Vous voulez bien le faire, il faut utiliser Vary, et vous allez vite tomber dans un truc qui ne vous convient pas. En vrai, vous faites une API REST avec .json ou .html, ça va contrarier le puriste reste de l'équipe, et c'est peut-être pas très grave. Après, chacun fait bien ce qu'il veut. Du coup, eux, ils disent qu'il ne faut vraiment pas en faire. Moi, je vous dis, vous pouvez en faire pour la compression. Donc, votre navigateur, il passe son temps à dire donne-moi ça, et au fait, moi, je sais faire du gzip, du deflate et du brotli. Et quand le serveur répond, on peut mettre Vary dans ce cas-là. On dit, tiens, voici une réponse compressée avec Brotli.
Et au fait, ce que je te donne, ça varie en fonction de accept encoding, en fait. Et là, on se dit, bon, gzip, deflate, brotli, globalement, c'est le fonctionnement des navigateurs modernes. Il ne doit pas y avoir trop de combinaisons par rapport à user agent. Eh bien, en fait, si. Fastly, ils ont un article où ils expliquent, ils ont surveillé 100 000 requêtes de trafic. Ils ont vu 45, 44 combinaisons différentes de accept encoding. Donc, brotli, gzip, brotli, il y a deflate, il n'y a pas deflate, il y a des espaces. Heureusement qu'ils dénormalisent, sinon ils stockeraient je ne sais pas combien de fois la réponse, la même réponse dans leur cache. OK. Depuis tout à l'heure, si vous avez bien fait gaffe, je fais exprès d'aller voir un autre site. Je vais voir un autre site parce que le cache que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est le disk cache, celui du navigateur. Voilà, donc lui, c'est le disk cache. En opposition au memory cache. Donc le memory cache, il est un peu plus tôt dans la chaîne, il est juste là. La petite différence, donc là, je vais rouvrir les DevTools. Et donc, si ce coup-ci, je ne vais pas voir un autre site, mais que je reste sur ma démo. Donc, typiquement, je vais ici et donc là, je charge la première fois. Je reste sur le même site. Donc là, c'est la même URL. Je reviens ici. Alors, vous ne voyez plus le serveur, mais techniquement, Firefox n'a pas fait de nouvelles requêtes et il ne m'affiche même pas dans les DevTools toutes les requêtes. Vous voyez, il affiche le JS, le JPEG, mais les deux CSS, il a forcément récupéré ça de son cache, mais il ne me l'affiche pas dans les DevTools. Chrome, lui, va systématiquement l'afficher. Donc la première visite, blablabla. Là, je reste sur le même site et je vais bien avoir Chrome. Alors, voilà, je vous dis, je vais bien avoir, je crois que je vais trop vite. Voilà, je vais bien avoir Chrome qui me dit, bon, là, ça vient du memory cache. Et si j'attends 15 secondes, si je vais voir un autre site, là, ça va venir du disk cache. Il n'y a pas de spec, chaque navigateur fait ce qu'il veut pour optimiser les choses, mais en gros, retenez que si vous affichez plusieurs fois la même image, le même fichier dans la même page, les secondes, troisièmes, etc. viennent du memory cache, ils font à peu près tout ça. Si vous faites du preload, ça vient du memory cache. Après, bon, il n'y a pas de règle, c'est juste que ça existe. Il faut bien retenir que ça existe aussi pour un cas qu'on va voir juste après. OK. Qui n'a rien appris pour l'instant? Bon, je te vois. Eh bien, je m'adresse spécifiquement à Christophe. Qui a déjà entendu parler de la module map? En fait, la module map, c'est pour si vous vivez dans le futur. Donc la module map, elle est à peu près au niveau du memory cache. Et en gros, quand je dis que vous vivez dans le futur, c'est que vous utilisez des modules ECMAScript, des ESM, mais vous les utilisez vraiment jusqu'en prod dans le navigateur. Vous n'avez pas transpilé ça en autre chose. Donc typiquement, imaginez vous faites une single page app. Donc vous avez plusieurs modules qui sont chargés en fonction des navigations, parce que vous faites du lazy loading. Donc, au lieu d'avoir un bundle de 10 mégas, vous avez 10 bundles de 1 méga. Et donc par exemple, si vous naviguez sur la page foo, il y a le bundle de la page foo qui est chargé. Et imaginons qu'il ait besoin d'un petit chunk qui est dans un fichier utils. Quand vous allez naviguer sur la page bar, le fichier utils, vous en avez encore besoin. Donc là, vous dites, OK, bah, ça va aller chercher dans le memory cache ou dans le disk cache, etc. Même pas. En fait, donc déjà, ça utilise un cache, ça ne refait pas de téléchargement, mais surtout, ça utilise directement le fichier depuis la memory map. Donc le fichier, il est déjà téléchargé, mais il est déjà parsé. Et il est déjà exécuté. Parce qu'en fait, en l'ayant exécuté une seule fois, le module, on connaît tous ses exports. Enfin, techniquement, on les connaît au parsing, mais bref. Mais en tout cas, ça va être parsé, exécuté une seule fois. Ça, c'est vraiment la grosse différence. Si vous utilisez Webpack, et ce n'est pas du code random ChatGPT, hein, c'est exactement ce que produit Webpack pour reproduire ce fonctionnement quand vous n'utilisez pas des modules ECMAScript natifs dans le navigateur. Donc ça, c'est la petite subtilité qui est assez récente. Si on s'éloigne un peu des trucs qui sont assez cool et futuristiques, on va parler du cache HTTP2, du cache du push HTTP2. Quelle fausse bonne idée. Donc déjà, techniquement, il se place après le disk cache. Et réfléchissez-y en revenant chez vous, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en gros, et on ne va pas trop en parler, je vais juste brièvement expliquer,
parce que c'est en train d'être déprécié, ça disparaît de Chrome et ça va être remplacé. Mais en gros, le cache du push HTTP2, c'est du mansplaining. En fait, vous dites « Hey, serveur, donne-moi cette page ». Le serveur, il fait « Tiens, je te donne index HTML, mais je te connais, dans 10 millisecondes, tu vas me demander index CSS, image.jpeg, machin truc. Donc tiens, je te les donne. » Puis toi, tu as un navigateur, tu fais « Mais non, arrête, je les ai déjà dans mon cache, arrête ». Et c'est prévu dans le protocole. Le navigateur peut envoyer sur le tunnel HTTP2 « Arrête de me pusher ça ». Clairement, pour pusher un CSS de 20 kg, ça ne sert à rien. Une fois qu'il a commencé à vous l'envoyer, vous l'avez déjà dans la figure. Et donc, en fait, on a perdu les avantages du cache et en essayant de gagner en performance, ce qui est vraiment dommage. Et c'est pour ça que c'est en train de disparaître au profit d'un système qui s'appelle les Early Hints, dans les Early Hints, qui est déjà disponible dans Chrome, et ça commence à arriver ailleurs, qui est vraiment un peu le même système, mais en profitant des caches, et ce coup-ci, en ne faisant pas n'importe quoi. Toujours dans les petits trucs un peu has-been, l'AppCache. Alors là, pareil, je pose la question, qui a déjà utilisé l'AppCache? Je vous envoie des cœurs. C'est pénible. Alors l'AppCache, c'est juste avant le disk-cache, et on ne va pas trop en parler parce que c'est clairement déprécié aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, ça fait 11 ans que Jack Archibald dit à tout le monde que l'AppCache est un douchebag, vous traduirez vous-même. En fait, l'AppCache, c'est vraiment, ça commence à être déprécié, on n'en fait plus, mais c'était le cache ultime, vu que ça permet de faire du hors-ligne. Pour faire du hors-ligne, aujourd'hui, on va utiliser un service worker. Qui sait ce que c'est un service worker? Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, un service worker, c'est un proxy programmable qui a son propre thread dans votre navigateur, qui va intercepter toutes les requêtes entre les pages et le réseau. Et vous pouvez dire cache.read, put, enfin, vous manipulez vous-même le cache de manière programmatique. Alors, on pourrait faire une présentation entière sur le sujet. Après que vous alliez voir celle-là ou une autre, c'est pas la question. Mais retenez bien que c'est une couche de cache et celle-ci, vous pouvez vraiment contrôler la stratégie que vous voulez. Et le service worker, et c'est là que c'est intéressant, il se trouve entre le memory cache et le disk cache. Donc même si vous ne savez pas trop, vous n'en avez jamais trop fait, retenez bien que si vous voulez intercepter les requêtes dans votre petit proxy, là, votre service worker, potentiellement, elles se sont arrêtées avant d'arriver chez vous. Elles ont été servies par le memory cache. Ou alors, elles arrivent jusqu'au service worker et vous dites « Bon, alors ça, je veux vraiment l'envoyer côté serveur. » Mais potentiellement, la requête, elle ne va pas aller plus loin que le disk cache. Ça, c'est vraiment assez important à comprendre et à retenir parce que ça paraît un peu bizarre au début. Dans toutes ces parties, il y a des choses qui sont spécifiques à l'onglet, à la page qui est ouverte. Donc le memory cache et la module map, tant que vous êtes dans le même site, dans le même onglet, c'est à peu près partagé. La module map, vous faites F5, ça recharge tout. Par contre, le service worker, il va être commun à plusieurs onglets. Alors plusieurs onglets du même site, c'est pas la foire non plus. Mais historiquement, le disk cache, il était commun à tous les onglets de tous les sites. Donc, ce qu'on faisait à l'époque, c'est que moi, sur mon site hubert-sablonnière.com et Thomas sur son site thomas.com, je ne sais pas, on se disait « vas-y, on a tous les deux besoin de jQuery, du coup, on va aller le chercher sur jQuery.com/version 1.2.3/jQuery.js » et on croisait les doigts pour que plein de gens utilisent la même version que nous, comme ça, peut-être tu profites du cache des visites d'avant. Et ça... Bon, ça ne marchait pas tant que ça, mais de temps en temps, pareil avec Google Font ou autre, avec tous ces CDN tiers, c'était un peu l'idée. Sauf qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop votre consentement pour vous pister, qui se sont dit « mais je pourrais peut-être me servir de ça pour savoir si tu es déjà allé sur tel site, etc. » Du coup, les navigateurs ont mis en place le partitionnement cache pour dire « bon, la fête est finie, là, on ne va pas les nommer, mais vous les connaissez. Vous arrêtez de nous pister avec des techniques de Sioux, et nous, on va partitionner le cache. » Donc, petite démo, on va aller voir démo, et on va ouvrir la page de démo une deuxième fois, avec des DevTools. Donc, on va charger partitioning sur exemple foo. Donc, exemple foo, encore une fois, c'est sur ma machine. Et exemple bar, pareil, c'est sur ma machine. Les deux pages
Ah, j'aurais dû vider le cache juste avant. Voilà. Et voilà. Okay. Les deux pages chargent cats.jpg depuis localhost 81.81. Donc, techniquement, c'est la même image, même URL. Qu'est-ce qu'il fait Firefox? Il dit, bah, moi, je vais la stocker une fois, cats.jpg, quand c'est la partition key exemple foo, et je vais le stocker une deuxième fois, cats.jpg, quand c'est exemple bar. Et ça me fume, en fait. C'est-à-dire que à cause des gens qui nous pistent, on a dû faire des compromis sur les performances. Ouais, je vous sens aussi convaincu que moi que c'est vraiment dommage. Allez, on termine avec le dernier arrêt sur notre ligne de métro, le back-forward cache. Le back-forward cache, c'est ce qui se passe quand vous faites des navigations précédent-suivant dans votre navigateur. C'est uniquement lui qui va intervenir. Et quand vous faites des navigations classiques avec des liens ou autres, là, il n'intervient pas du tout. Donc, c'est parti pour la dernière démo. Et vous êtes toujours vivant, a priori. La dernière démo. Voilà. Hop. Moi, je ne sais plus si on a besoin des DevTools. Ouais. Donc, magnifique page. On n'est pas là pour faire du CSS. Si je recharge, à chaque fois, j'ai une carte différente. OK. Vous me croyez, on s'arrête quand? Allez, le 8 de pique, non? Ouais. Le 3 de cœur, c'est très bien. Si je fais précédent, ce que fait mon navigateur, c'est qu'il congèle la page, et quand je fais suivant, il la décongèle, telle qu'elle. Donc typiquement, on n'a pas re-requêté le serveur, à part pour les favicon, mais j'ai toujours pas compris pourquoi, alors que j'en ai pas mis, mais bref. Donc on décongèle, on congèle, on décongèle. Tel quel. Si je modifie le DOM, je mets hello defs là, Lille, allez, on est d'ici. Je congèle le DOM tel qu'il est, je le décongèle tel qu'il est. Et si vous avez bien fait gaffe, le focus, congelé, décongelé. Le texte sélectionné, congelé, décongelé. La position du scroll, congelé, décongelé. Okay. C'est vraiment la page telle qu'elle et toutes les sous-ressources qui vont avec. Ça, c'est hyper puissant et si vous faites des single page apps avec un routeur côté client, vous ne bénéficiez pas de ça. Donc, c'est toujours des histoires de compromis. Et typiquement, le routeur de React, de Vue, d'Angular, ils vont recoder le fait de stocker la position du scroll et différents autres trucs pour vous faciliter la vie. La plupart du temps, ça devrait bien se passer. Il y a des règles pour lesquelles vous n'allez pas bénéficier du back-forward cache. Cet article de chez Chrome explique plutôt bien les règles, même si c'est les règles chez eux. Mais du coup, essayez de bien vérifier que vous en bénéficiez quand vous pouvez, quoi. On termine avec des petites recettes. Ouais. Donc, si vous avez des fichiers statiques, vous mettez des noms différents, un an immutable. Si vous avez des pages dynamiques, mais pas trop, genre un article de blog, moi sur mon blog il n'y en a qu'un, donc c'est facile, vous mettez un max age de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, que vous voulez, mais c'est ce que vous tolérez pour corriger une typo. Si vous avez des pages dynamiques, les scores du tennis, j'en sais rien, vous mettez no cache. No cache, ça ne veut pas dire pas de cache. Si vous voulez pas de cache, c'est no store. Si ça se compresse, vous utilisez Vary. Si vous utilisez Vary pour autre chose, ce n'est pas de ma faute. Si c'est spécifique au profil connecté, vous n'hésitez pas à mettre private, il vaut mieux trop le mettre que pas assez. Et normalement, vous n'aurez pas trop besoin de must revalidate ou de public. Encore une fois, ne faites confiance à personne. Testez, mesurez, surveillez, regardez que vos caches ratios, vos hits de cache chez Cloudflare ou autres vous conviennent. Et voilà. Donc au final, on ne sait toujours pas si j'ai fait brancher les 2 magnétoscopes de la maison. On ne sait toujours pas si les cassettes vierges du marché d'Oisem étaient à 10 francs dans des paquets, enfin bref. Non, ce que j'espère, c'est que vous allez retenir que c'est une histoire de front-end et de back-end, que c'est important de travailler ensemble pour une bonne stratégie, et que vous allez retenir ce modèle mental de le cache, c'est vraiment un ensemble de couches qui ont chacun un rôle. Certaines sont has-been, d'autres ne le sont pas. Certaines sont partagées, d'autres ne le sont pas. Et surtout, vous retiendrez que le cache HTTP, c'est la vie. Merci beaucoup.
Donc on n'a pas de temps pour les questions, mais je serai dans les couloirs, je suis sur Twitter, ce que vous voulez. N'hésitez pas, j'adore parler de cash. Merci encore.